va passer à la prochaine table ronde sur les makers du numérique. Alors, les makers, c'est qui, c'est quoi? C'est toutes celles et ceux qui font le numérique, c'est les enseignants, c'est les étudiants, c'est les dirigeants. Et pour en parler, je vais appeler sur scène Aurélie Hureau, qui est ingénieure pédagogique professeur à l'ENSIT, je me suis trompée. Chiara Giraudot, ingénieure pédagogique au CNRS, et Gilles Malpart, président cofondateur de Mavana. Je vais me mettre ici. Merci à tous les trois. Alors, vous menez tous les trois des actions de sensibilisation auprès de ce qu'on appelle les makers du numérique, donc toutes celles et ceux qui font le numérique. J'aimerais bien vous entendre un peu sur ces actions que vous menez. Je vais commencer par vous, Chiara, avec notamment Alt Impact. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Chiara Giraudot, ingénieure de recherche en pédagogie et en psychologie sociale au CNRS. Et j'interviens dans le cadre du programme Alt Impact, qui est un programme qui vise à former, à sensibiliser autour de la sobriété numérique. Donc on est organisé autour de 3 axes. Le premier, il est autour de la communication, la sensibilisation et la formation à la sobriété numérique. Le deuxième axe, il est autour des données, outils de mesure. Et le troisième axe, autour de la territorialisation, donc comment implémenter vraiment la sobriété dans les collectivités territoriales, etc. Et moi, je suis donc dans l'axe 1, co-responsable de la partie formation, avec ma collègue de l'ADEME. Donc voilà, Alt Impact, c'est coporté par l'ADEME, le CNRS et l'INRIA. Et du coup, on travaille autour de la formation auprès de différents publics, donc makers, futurs makers et grand public. Pour la partie makers, on va dire, donc il y a l'ESR qui est vraiment un public principal dans Alt Impact. On travaille auprès des étudiants. ESR, est-ce que vous pouvez... Oui, pardon, enseignement supérieur et recherche. Donc avec les étudiants et les enseignants-chercheurs. Donc on travaille là-dessus. En fait, on a fait une étude l'année dernière, en 2024, qui a révélé beaucoup de disparités dans le nombre de formations à la sobriété numérique pour les étudiants. On n'a pas regardé, pour le coup, dans les formations continues pour le personnel. Beaucoup de disparités dans les mots-clés utilisés. Parfois, on parlait numérique verte, d'informatique verte, de numérique vert, sobriété numérique, green IT, etc. Donc de la disparité dans les mots-clés, dans les disciplines, donc moins d'offres par exemple en sciences humaines, plus d'offres dans les sciences informatiques, etc. Voilà, et des disparités aussi en termes de niveau d'études. Donc suite à ça, on s'est dit pour l'enseignement supérieur, on voudra créer donc d'une part un réseau de référents qui vise à former et à sensibiliser et à rendre visibles aussi les formations déjà existantes pour les étudiants et pour les personnels. Et le deuxième projet pour l'enseignement supérieur vise à du coup créer des capsules pédagogiques qui permettra, que ce soit aux enseignants ou aux étudiants, d'avoir des contenus clés en main, des ressources pour pouvoir se former. Voilà, ça c'est sur le côté enseignement supérieur, donc étudiants et enseignants. Et ensuite, sur le volet des professionnels, là, du coup, on travaille avec l'OPCO Atlas, donc voilà, dans la massification de formation. Donc ça, c'est pour le secteur privé. On finance des formations pour toutes les entreprises qui souhaitent se former. Elles peuvent se rapprocher de l'OPCO Atlas. Pour les salariés du secteur public, maintenant, donc pour les agents publics territoriaux, on travaille avec le CNFPT pour la mise à disposition du MOOC Impact environnementaux du numérique, donc une formation en ligne, clé en main, donc pour les agents publics territoriaux. Et du coup, donc sur les aspects, donc j'en ai moins parlé, mais sur les aspects de sensibilisation, vu que voilà, on a découpé d'une certaine manière. Donc c'est mes autres collègues d'Alt Impact qui interviennent là-dessus. On a créé un kit de sensibilisation pour les salariés que vous pouvez retrouver sur le site internet Alt Impact. Et dans la sensibilisation des étudiants, pour le coup, on travaille avec l'association Latitude. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait sur le volet formation. C'est déjà pas mal. Entre autres, voilà, j'ai pas le temps de parler de tout, mais on travaille aussi sur des référentiels d'évaluation, des référentiels de compétences pour les personnes qui souhaiteraient avoir des bases auxquelles se référer si besoin. Je vous invite de toute façon à aller voir Alt Impact en ligne, c'est hyper clair, c'est super bien fait et c'est très, très pédagogique. Gilot, vous travaillez aussi à la formation, donc plutôt auprès des... Bon, je vous vois tout le monde. Auprès des dirigeants et des professionnels. Et vous parlez de bien-être numérique, pas de sobriété numérique comme Chiara. C'est quoi la nuance ? Alors, il y a une petite nuance. Alors, peut-être juste pour préciser, on contribue aussi beaucoup au même type de projet. Alors, Alt Impact, c'est un de nos partenaires privilégiés sur la partie études plutôt prospective. Sur la formation, donc,
d'abord à destination des entreprises, du secteur privé ou public, des collectivités, mais on intervient également de temps en temps dans des écoles pour des conférences, etc. On a pris le parti depuis le début de l'entreprise Mavana, donc ça va bientôt faire 5 ans que l'on sévit sur ce marché. On a pris le parti que quand on parle des technologies, on ne peut pas se défaire de la relation à l'humain et à l'écosystème au sens large, écosystème incluant à la fois les vivants, humains, non humains, et l'environnement au sens large. Et en fait, fort de nos expériences passées, on s'était rendu compte que la mise en œuvre de technologies numériques changeait les façons de travailler. On peut en penser en bien ou en mal. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a des transformations. Ces transformations ne peuvent réussir correctement que si on prend en compte la façon dont les personnes qui vont utiliser ces technologies vont pouvoir les adopter correctement dans leur vie sans que ça devienne une souffrance. Et donc c'est pour ça qu'on parle de bien-être numérique, dans le sens où on s'est rendu compte que d'une part il faut peut-être un peu s'éduquer soi-même sur la façon d'utiliser les technologies, et puis les technologies il y en a plein, donc en fonction de leur nature on va les aborder différemment, mais aussi que on a toutes et tous été éduqués dans notre vie. On a appris à être poli, à dire bonjour, au revoir quand on rentre dans une salle, etc. Quand on arrive dans des bureaux, on apprend à ne pas insulter son collègue ou sa collègue, ce qu'on n'a pas fait dans le monde numérique. En fait, tout à l'heure, Marc évoquait que le smartphone a été inventé, enfin en tout cas il est arrivé dans le grand public en 2008. On nous a mis des smartphones dans les mains sans qu'on ait eu une formation sur comment l'utiliser correctement. Et de même, quand les espaces collaboratifs sont arrivés, alors les différents Microsoft, Google, etc., Slack, tout ça, et on s'est rendu compte que dans les entreprises qu'on accompagnait, on parle beaucoup de référentiels de numérique responsable, etc., mais il y avait très peu de référentiels sur comment on agit au sein de l'environnement numérique. Et donc on a souhaité mettre en œuvre ce type de pédagogie, et c'est pour ça qu'on a développé déjà des accompagnements sur ce sujet-là, mais aussi un atelier qu'on appelle donc BEN, comme bien-être numérique, entre autres ateliers qui parlent de numérique responsable, de sobriété, etc. Mais ça, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Aurélie, vous êtes professeure et du coup, vous formez les futurs makers du numérique et vous avez développé une UE spéciale sur le numérique responsable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé et quelle a été la réception des étudiants ? Oui, donc moi je suis professeur dans une école d'ingénieurs, je fais partie de l'équipe de direction d'un département qui s'appelle Sciences du numérique, donc on forme des futurs ingénieurs en informatique. Donc on sensibilise nos étudiants au problème global de transition sous différentes formes. Dès qu'ils arrivent, ils ont une rentrée du climat, donc ils font des fresques du climat, s'ils ont déjà fait, ils vont faire du fresque du numérique ou des ateliers d'automne. La semaine prochaine, là, il y a une journée future proche de l'Université de Toulouse. On libère nos étudiants toute la journée pour qu'ils puissent assister à tous ces ateliers. Et puis, on fait des choses un peu plus spécifiques numériques, avec des conférences obligatoires. Et puis, cette UE qui a été montée en partenariat avec Soprasteria. Sur la volonté justement d'introduire des choses un peu spécifiques à ces futurs informaticiens pour qu'ils aient conscience des conséquences du numérique, de ce qu'il peut faire. Donc dans cette UE, on va aborder des choses comme les impacts du numérique, des analyses de cycle de vie, des problèmes d'éco-conception et du XCI et d'accessibilité du numérique. Donc c'est des gens, on est allé chercher des gens compétents, c'est pas moi qui le fais, parce que nous, dans l'enseignement supérieur, on a, comme le disait Chiara, encore besoin de se former. Donc on va chercher des gens qui sont déjà formés pour faire des choses proprement auprès de nos étudiants. Alors, vous êtes tous les trois spécialistes de la formation. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce que vous faites pour ensuite déclencher l'action ? Parce que c'est bien de savoir, mais ensuite, il faut agir. C'est quoi le plus efficace pour vous dans tout ce que vous avez pu essayer ou tester pour déclencher ce passage à l'action ? Chiara, peut-être ? Oui, alors nous, dans Alt Impact, en fait, on envisage comme un continuum entre communication, sensibilisation, formation et après passage à l'action, avec un certain accompagnement. Et du coup, donc effectivement, voilà, on envisage d'abord donc, de travailler sur une information, sur une sensibilisation qui pourrait être percutante, pour ensuite après accompagner les étudiants et différents acteurs dans le fait de savoir quoi faire, parce que certaines personnes ont envie de passer à l'action, mais n'ont pas forcément les idées et ne savent pas comment mettre en place. Et enfin, les accompagner pour que l'action devienne pérenne. Là, on a une étude, une très grande étude intéressante sur 60 000 personnes en psychologie sociale, donc sur les sciences comportementales, qui a interrogé 63 pays pour voir
quelles techniques pouvaient marcher à la fois sur les croyances, sur le fait qu'après les personnes allaient partager les informations, et enfin sur le passage à l'action. Donc là, c'était planter un arbre, il me semble, l'action qui était demandée. Donc pas vraiment physiquement, mais voilà, de pouvoir après planter un arbre. Du coup, donc, ils ont testé plusieurs techniques. Il y a une première qui est le fait de réduire la distance psychologique. Donc la distance psychologique, c'est le fait de se sentir très éloigné des conséquences d'une conséquence d'une action. Donc là, typiquement, le réchauffement climatique, on le subit pas jour après jour, littéralement, même si les étés sont de plus en plus chauds, comme on avait pu en parler. Mais voilà, donc il y a le fait de réduire la distance psychologique, ça fonctionne très bien sur les croyances, donc sur les opinions des personnes. Donc les personnes auront tendance, du coup, si la distance psychologique est réduite, à avoir des opinions qui vont évoluer. Ensuite, sur le fait de partager les informations sur les réseaux sociaux ou avec ses proches, c'est le fait, du coup, de faire d'appel à des émotions négatives. Donc l'appel à la peur, par exemple, on va avoir tendance ensuite à partager les émotions qu'on vient de vivre à nos proches, etc. Mais en revanche, sur les comportements, ça a des effets très mauvais. Il y a plusieurs techniques qui, pour le coup, peuvent être contre-productives. Et enfin, sur la partie des comportements, là, ce qui fonctionne, c'est plutôt le fait, du coup, de faire appel à l'autorité, à la pureté, de faire appel au groupe, etc., à faire appel à des éléments communs aussi. Et là, du coup, ces trois éléments font que les personnes sont plus enclines à adopter certains comportements. Donc, je vous invite à aller voir l'étude si elle vous intéresse, donc de 2024, Addressing Climate Change, etc. Voilà. Et après, par contre, c'est une étude qui est sur le changement climatique, donc pas spécifique à la sobriété numérique. Effectivement, la sobriété numérique, comme l'a dit Gilot, il y a d'autres enjeux. Il y a le fait qu'on n'a pas été conditionné à ça, à nos usages, toutes les addictions autour des usages du numérique, etc. Et là, il y a une nouvelle étude qui a été publiée, le baromètre de Sciences Po, sur la mesure des usages du numérique, la compréhension des pratiques numériques. Donc on a pris 4 points sur le fait d'avoir un impact important du numérique. On a interrogé les participants, et donc c'était 52% l'année dernière qui estimaient avoir eux-mêmes un usage important du numérique, et donc 4 points en plus pour cette année. Et après on leur a demandé s'ils avaient tendance à s'autoréguler, et un quart disait oui, on a tendance à autoréguler, à limiter un petit peu notre consommation, mais c'était pas le cas de tout le monde. Donc on se dit qu'il y a encore des choses à faire en envisageant ce continuum et en essayant de croiser certaines études. Donc il y a beaucoup de recherches encore à mener sur ce sujet. Gilot, de votre côté, est-ce que vous analysez un peu ce même constat sur les moteurs de passage à l'action? Par exemple, moi, mon expérience personnelle sur le changement climatique, un truc qui marche super bien en formation, c'est l'appel à la santé. C'est de montrer tout ce qui nous fait du mal à notre corps. Et je pense qu'on l'a vu avec la mobilisation de la loi du plomb. Tout de suite, on s'est dit, oulala, on s'empoisonne notre corps dans ma chair, je vais le ressentir, donc je me mobilise. Et il y a un peu cet aspect-là dans le bien-être numérique aussi, de se dire, OK, on est en train de se flinguer la santé mentale. Est-ce qu'il y a ce jeu-là aussi qui se dessine? Alors, oui, et pour répondre à la question plus large de comment on embarque ensuite, on utilise au quotidien un peu ce que toutes les personnes qui ont formé ou vécu une crise du climat connaissent maintenant, c'est le triptyque tête, main et cœur, dans le sens où on fait appel un peu à du cérébral, parce que certaines personnes vont bouger avec le cérébral, et ça peut prendre la forme de sensibilisation, conférences, cours, etc. Donc aussi bien dans le milieu professionnel auprès des instances dirigeantes que des collaborateurs et collaboratrices du quotidien. Et donc je suis aujourd'hui beaucoup mobilisé pour donner des conférences. Dans ces conférences, je fais également appel au cœur. Donc c'est-à-dire que j'essaye de faire passer des émotions et mes collègues, lorsqu'ils ou elles animent des ateliers, essayent aussi de faire passer certaines émotions. Et dans l'atelier bien-être numérique en question, qui n'est pas le seul qu'on utilise, il y a ces discussions autour de comment on vit, nous, aujourd'hui, le numérique. Je prends, pour exemple, on a animé, c'était quasiment il y a un an, jour pour jour, auprès de l'équipe dirigeante de la Croix-Rouge Compétences en Occitanie. Donc, c'est l'instance de la Croix-Rouge qui elle-même donne des formations. On a animé cet atelier auprès de l'équipe dirigeante pour qu'elle prenne conscience de la façon dont le numérique impacte leur performance, leur façon d'être, leur façon de travailler, leur façon de ressentir le travail. Et ça a été effectivement un élément déclencheur pour certaines personnes, et notamment les directrices, sur des choses que on est obligé par la loi, mais on n'y fait pas attention, par exemple le droit à la déconnexion. Et dans cet atelier, en fait, on se rend compte, en jouant un peu, ah oui, tiens, en fait, là, il y a des choses
que l'on subit ou que l'on affecte dans notre quotidien sans s'en rendre compte. Et donc, ça permet d'aller vers là. Par contre, je pense, comme le constat de la fresque du numérique, c'est pas parce qu'on a fait une action de sensibilisation ou 2 ou 3 et qu'on a fait un diagnostic que ça y est, c'est fait. En fait, il y a une chose qui est très importante derrière, c'est le suivi de comment on fait pour s'assurer que 3 mois plus tard, c'est pas oublié et qu'on continue à y penser encore, et puis pareil 6 mois, et puis pareil 1 an plus tard. Et donc, ce que l'on a fait, et c'est pas que pour le bien-être numérique, on le fait aussi pour le numérique responsible au sens large, c'est qu'on parle d'une démarche. Alors, tout le monde n'aborde pas la démarche dans le sens complet, mais la démarche commence par des actions de sensibilisation, je l'ai dit, conférences, ateliers, et puis ensuite, on va faire un diagnostic de où vous en êtes aujourd'hui. Et pour certaines entreprises, et notamment dans le NR, on a été amené à créer ce qu'on appelle, nous, un méta-référentiel, c'est-à-dire qu'on a pris plein de référentiels numériques responsables, que ce soit le référentiel général d'éco-conception de services numériques, le GR 491, le W3C Web Sustainability Guidelines, etc., etc. Et on a créé un référentiel commun où on a essayé de faire un peu les différentes choses qui sont communes dans ces différents référentiels. Et on va dans les équipes. Et on va aller interroger les équipes sur, tiens, là-dessus, qu'est-ce que vous faites pas, etc., pour leur donner un diagnostic de départ, un diagnostic de maturité de ce qu'ils font aujourd'hui. Et on leur donne rendez-vous pour 3 mois et 1 an plus tard, pour voir un peu comment ils avancent. Alors, quand on leur donne rendez-vous, c'est pas juste on vous laisse et puis vous débrouillez, on leur fait des petites infographies pour regarder un peu où sont vos priorités du moment, etc. etc. Je vais écourter là, mais je pense que c'est ce genre d'action où à la fois on fait appel au cérébral au début pour comprendre, aux émotions dans les ateliers, dans les conférences, etc. et ensuite un suivi continu. Et je crois voir des gens dans la salle qui ont vécu ce genre de diagnostic, donc pour aller les voir, je vois Kelly de CLS, je vois différentes personnes ici qui ont suivi ça. Oui, ça me fait penser à la théorie du changement du U, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en gros, c'est important de partir du constat et donc de descendre la courbe du U, donc d'être informé, mais ensuite il faut remonter cette courbe parce que sinon on reste en bas et en fait on est paralysé par l'anxiété et on n'arrive plus à se mettre en mouvement. Et donc il y a pas mal justement de recherches qui montrent que c'est important d'avoir des pistes de sortie et donc de remonter cette pente. Et juste pour préciser, un peu comme la pédagogie auprès des enfants, on le fait pareil avec les adultes. En fait, on essaie de pas culpabiliser en disant tu fais des trucs mal, etc. Non, regardons ta situation d'aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est pas ta photo avec ton score de t'as combien sur 100 aujourd'hui, c'est surtout ton évolution dans le futur. En fait, d'où que soit ta situation de départ, l'idée, c'est que votre groupe, soyez fiers dans 3 mois, 1 an, 2 ans, d'avoir parcouru un chemin ensemble. Alors maintenant, je voulais vous faire rebondir sur une étude qui est parue il y a quelques semaines, que vous avez peut-être vu passer, qui a été relayée par le Wall Street Journal. Elle montre en gros que plus on est formé à l'IA, plus on est formé à ses impacts et à ses arrière-cuisines, moins on va avoir tendance à l'utiliser à tout va, et plus on va être défiant. Et donc, la conclusion un peu cynique de cette étude, c'est de dire il ne va pas falloir former trop les gens à l'IA parce que sinon, ils vont être un peu moins enthousiastes et moins l'utiliser. Je vous laisse savourer quand même ce raisonnement intellectuel. Ma question, c'est de savoir, vous, sur votre ressenti et votre expérience du terrain, quel est votre retour d'expérience sur la formation à l'IA des étudiants, des professeurs ou des dirigeants que vous côtoyez, en commençant par les étudiants. Aurélie. Donc nous, forcément, on est dans un département sciences du numérique, on a introduit des cours d'apprentissage. Donc en première année, ils ont d'abord une sensibilisation sur la bonne utilisation de l'IA, si tant est qu'on est tous d'accord ou pas sur ce que c'est que chasse derrière ce bonne. Ils ont des cours d'analyse de données, ils ont des cours d'apprentissage, donc on pourrait penser que dans cette étude, ils ont atteint le stade où ils devraient commencer à se poser des questions. Alors soit on les forme pas assez bien, parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas atteint ce stade, les nôtres. Encore il y a 2 jours, j'avais un étudiant qui prenait ChatGPT pour poser une question que Google aurait été bien plus adaptée. Donc, moi, j'ai plusieurs pistes pour essayer de comprendre pourquoi on n'est pas à ce niveau-là d'études, à ce niveau, au même résultat que l'étude. Soit on arrive trop tard, ils ont déjà pris un certain nombre de réflexes et c'est trop tard, c'est rentré dans leur façon de fonctionner. Il y a aussi un problème, c'est que ChatGPT, il y a chat et il y a GPT. Nous, ce qu'on leur apprend, c'est GPT, c'est les LLM, comment ça fonctionne. C'est rentré maintenant que c'est oui, ça prédit le mot suivant, ça raconte une histoire. Ça, ils ont bien compris. Mais tout ce qui se passe dans le chat, on voit pas trop. Et ça enrobe quand même dans un fonctionnement qui rend un peu addictif l'utilisation.
Et puis je pense qu'on a un autre problème malheureusement, c'est que nos étudiants, ils sont pas tous là pour se former, certains ils sont juste là pour avoir le diplôme, et donc c'est l'efficacité de réussir et pas forcément de comprendre, d'apprendre, de creuser. Et je pense qu'on a ce fossé-là, voilà. L'autre côté, c'est que nous, dans le corps enseignant, on n'est pas tous d'accord sur comment on l'utilise, cette IA, dans notre pédagogie. Qu'on l'autorise, on ne l'autorise pas, on s'appuie dessus. C'est encore un grand débat dans le département. Et donc, en exemple, si tant est qu'on soit des exemples pour eux, ils voient de tout dans l'enseignement. Et donc, certains enseignants qui vont pousser beaucoup l'utilisation, d'autres qui vont l'interdire. Et du coup, je pense que pour eux, ça ne fait pas un message clair sur comment s'en servir. Chiara, vous, c'est quoi votre vision sur le degré d'acculturation, de compréhension des systèmes d'IA auprès notamment des professeurs, puisque c'est une partie prégnante de votre action de sensibilisation? Là, moi, je pensais surtout au volet étudiant, je me dis, enfin professeur, mais sur la façon dont l'IA a un impact sur l'enseignement, sur la pédagogie. Donc, ça peut être tout aussi bien sur les feedbacks, avec des feedbacks personnalisés, c'est-à-dire des retours aux apprentissages. Un étudiant va donner une réponse, on va lui dire pourquoi il a raison ou tort, et du coup, ça va lui permettre de progresser. Mais aussi sur des clones qui sont créés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais maintenant, il y a des enseignants qui se font cloner. Donc, il suffit de passer une demi-heure à parler comme là on est en train de faire, à avoir quelques expressions comme ça, et ensuite on peut totalement être cloné, et certains enseignants du coup le font pour après gagner du temps dans leurs apprentissages et puis modifier seulement certaines parties. Donc voilà, c'est surtout ça qui... En fait, en prenant un petit peu de recul, on se dit que c'est des changements à une échelle, à une vitesse qui est hors de notre portée quasiment, enfin qui va très très vite. Et voilà, après on en parlera peut-être un petit peu après, mais aussi ça pose des questions sur l'impact éthique de tout ça, où là on se dit surtout pour les étudiants qui là sont à un point de bascule entre la nouvelle génération qui aura grandi toujours avec l'IA et puis celle qui est encore actuelle et qui a vu l'avènement se faire. Donc voilà, on pourra reparler peut-être un peu d'éthique juste après. Gilot. Alors, on parle beaucoup là de comprendre et de se former à l'utilisation de l'IA auprès des adultes. Nous avons accompagné un peu plus tôt cette année un collège qui a introduit la tablette auprès de tous les étudiants, un collège qui fait environ 1800 élèves. Donc vous imaginez que des élèves de 6e ont des tablettes. Qu'est-ce que font les élèves de 12-13 ans ? Ils installent des moteurs d'intelligence artificielle. Donc quand Aurélie dit c'est peut-être déjà trop tard, il faudrait peut-être essayer déjà de former même les enseignants et les parents d'enfants qui arrivent et qui se retrouvent avec les outils numériques. Un peu comme nous avons eu des smartphones quand on était jeunes, sans qu'on nous forme. Peut-être que maintenant, avec le recul, on pourrait essayer de faire ça. Je discutais hier avec un membre du département des Pyrénées-Orientales, qui est un de mes clients par ailleurs, et qui se rendait compte que nous, on dépense 3 millions d'euros de budget dans les tablettes tous les ans auprès des collèges. Peut-être qu'il faudrait qu'on accompagne cela d'également un peu de formation et de sensibilisation. Cela dit, mon avis, donc là je reviens sur le milieu des adultes, c'est qu'on a un réel problème avec cet entre guillemets outil, c'est que c'est un outil, je suis désolé pour les gros mots, c'est un outil que je pense performatif, c'est-à-dire que quand on l'utilise, on commence à transformer sa façon de faire, sa façon de performer dans son quotidien, et qu'une fois que c'est fait, même notre façon de raisonner, etc., est différente. Et comme le disait Aurélie, c'est tellement facile. Après, on a changé nos façons d'être. Et donc, quand il est performatif, il devient également verrouillant. Enfin, il nous verrouille dans une façon d'être. Et donc, c'est très difficile de revenir sur ces habitudes. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je perçois ce même constat que cet article qui dit que quand on est bien formé, qu'on comprend bien comment tout cela fonctionne, alors on a compris l'effet de verrouillage et on peut tenter de s'en sortir. Je ne dis pas qu'on s'en sort complètement. J'ai utilisé moi-même des systèmes d'intelligence artificielle, j'en utilise de temps en temps, même si j'ai conscience des dangers, etc. Ma dernière utilisation inopinée, sans le vouloir, c'était que pour préparer ma présentation qui aura juste après, j'ai demandé dans Canva, trouve-moi une image de futur heureux. Tapez futur heureux. Et là, j'ai eu plein d'images qui sont arrivées. Vous imaginez bien que derrière, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui ont été chercher certaines choses. Et 9 images sur 10 de ces futurs heureux, c'était des images de routes et de robots qui serraient la main. Enfin, un robot qui serrait la main à un humain, une route avec plein de véhicules volants, etc. Et là, je me suis dit, il y a un système d'intelligence artificielle qui est devenu performatif. Enfin, il est en train même de changer ma façon de percevoir, et si j'étais pas là en train de me dire non mais c'est pas du tout ça que je voulais, alors ça m'aurait mis une image un peu bizarre sur ma présentation.
On a hâte de voir du coup ce que ce sera le futur heureux tout à l'heure, teaser la conférence. Aurélie, peut-être pour finir, j'aimerais bien boucler avec une conférence, en tout cas un intervenant qui était là hier, Olivier Lefebvre, qui a écrit un livre qui s'appelle Lettres aux ingénieurs qui doutent. J'aimerais savoir si aujourd'hui les étudiants que vous avez doutent. Est-ce qu'ils doutent, de leur impact environnemental ? Est-ce qu'ils doutent, de leur grand remplacement par l'IA ? Oui, en partie. Alors, on a une partie, effectivement, qui est très intéressée et qui a envie de faire bouger les choses sur ces impacts environnementaux, c'est-à-dire que l'UE qu'on a monté, c'est aussi poussé par des étudiants. Notamment, il y a un groupe d'étudiants qui s'appelle les ingénieurs engagés, donc qui ont envie qu'on introduise des choses, qu'on les forme à ça. Après, sur cette UE, qui était une UE optionnelle, sur 150 étudiants qui pouvaient la prendre, on en a eu 30 volontaires. Est-ce que déjà, on peut se dire, c'est déjà bien 30 motivés ? Est-ce qu'on se dit, c'est quand même pas beaucoup sur 150 ? Ça va dépendre de si on est plus ou moins optimiste ou pessimiste. Je vous laisse juger pour votre propre vision des choses. Donc, on a quand même des étudiants qui sont poussés par ça. J'ai régulièrement des étudiants qui, en sortie, se disent, mais... en fait, je ne veux pas y aller parce que je ne trouve pas d'entreprise qui est en adéquation avec ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Donc là, je vais relever un certain nombre de noms pour pouvoir les diriger où il faut en sortie, mais on en a un certain nombre qui du coup, rebifurquent. Alors moi, je ne sais pas quantifier, on a toujours eu, mais il y a un certain nombre de collègues qui pensent effectivement qu'on a de plus en plus qui, en sortie d'études, se disent que non, ça ne va pas dans la direction qu'ils veulent pour la planète. Et puis sur le remplacement pour l'IA, c'est un peu, j'ai l'impression, ils sont un peu dans le creux du U, là, dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'ils savent que, et on leur le répète, leur plus-value, ça va être leur créativité, ça va être du recul, ça va être tout ça. Et pour autant, ils ne font pas travailler leur cerveau, malgré l'étude qui avait bien montré que plus on utilise l'IA, plus notre cerveau régresse. Et donc, il y a un peu une dissonance entre leurs craintes et leurs actions, c'est-à-dire que peut-être que c'est parce qu'ils ne savent pas comment agir, qu'ils ne voient pas les leviers, qu'ils sont dans un schéma qu'ils n'arrivent pas à briser, en fait. Donc, ils sont pour l'instant plus, on va dire, paralysés par la peur que dans l'action, pour un certain nombre. Merci. Alors, je vais me tourner vers la salle, parce que vous aussi, vous êtes makers du numérique. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y en a une. Juste ici. Pendant ce temps-là, je tiens à préciser que ma demande à Canvas, c'est pas de générer une image, c'est juste de chercher des images dans la banque d'images. Alors, j'ai une question plutôt là pour le côté programme scolaire. Alors, peu importe le niveau. Donc, je mets là maintenant ma casquette plutôt de spécialiste de la gouvernance IA et éthique des systèmes d'intelligence artificielle. On a parlé, Aurélie l'a évoqué, de l'addiction à l'intelligence artificielle et donc de plus en plus, et là ça devient même un sujet d'entreprise, je me tourne vers Élise, un sujet presque DRH et un sujet RSE, de justement cette dépendance et cette addiction au numérique au point que même ce sera peut-être une maladie professionnelle de demain. Un vrai sujet de sensibilisation autour de l'addiction à l'usage et à ces automatismes d'utiliser un peu trop rapidement ChatGPT pour tout, n'importe quoi. Pire que ça, d'y passer un temps de dingue. Cet été, il est évoqué là, une nouvelle fonctionnalité d'ailleurs côté ChatGPT pour justement dire attention, ça fait déjà quelques temps que vous êtes sur votre fil. Est-ce qu'il serait temps d'aller peut-être boire un café ? Bref, est-ce que c'est ça, ce sujet-là, auprès des étudiants, auprès des étudiantes, cette thématique éthique essentielle de leur usage addictif, c'est évoqué, c'est prévu ? Comment vous l'abordez ? Je peux commencer, si vous voulez. On parlait d'éthique tout à l'heure. Alors oui, pour nous, dans Alt Impact, il y a un vrai enjeu de former à l'éthique, et notamment à l'éducation aux médias et à l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour les étudiants, de se dire, cette donnée, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse ? Distinguer les croyances des faits, etc. On travaille aussi avec Pix. Là, on crée des modules de formation, des petits modules X, qui sont sur les deepfakes, les fake news, etc., pour essayer de distinguer le vrai du faux. Donc voilà, les étudiants, ils sont sensibles. On a fait aussi, il y a quelque chose qui marche très bien avec eux. Bon, là, c'est vraiment
à échelle très locale, ou quand on leur demande, d'après vous, est-ce que ces 10 fonctionnalités existent, le maillot de bain connecté qui vous envoie une notification, bon là c'est pas de l'IA, mais qui vous envoie une notif pour ci, pour ça, le matelas connecté, le miroir connecté, et en fait tout existe, et ils sont tous choqués, quoi. Ils se disent, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin de tout ça? Donc après, il y a vraiment cette question, nous dans Alt Impact, on parle de sobriété numérique comme une réflexion sur les usages et sur nos besoins, avec cette idée quand même in fine, de ralentir dans toute cette accélération qui se passe. Et donc effectivement, les étudiants, si on leur demande de maintenir un rythme excessif, l'IA, ça va être un outil un peu comme un autre qui va leur permettre d'accélérer. Là, je parle d'IA professionnelle, du coup, dans leurs études, ça va leur permettre de gagner du temps et d'avoir d'autres temps libres pour autre chose. Donc il y a quelque chose d'un peu plus structurel, on va dire, plus que... Donc les étudiants peuvent être sensibilisés et formés à l'esprit critique pour leur donner des outils et moins utiliser d'IA pour des sujets sensibles, de données, de sécurité, de vérité, de faits ou autres. Et après, il y a une réflexion plus structurale, plus sociétale même sur nos temps, l'usage du numérique de manière plus générale. Si je peux compléter, alors pas au niveau des étudiants, mais plutôt dans la société civile au sens large, j'ai 2 réactions. La première, c'est que les systèmes d'IA, il y en a 2 types, d'IA générative en particulier. Il y a celles que l'on veut utiliser et celles qu'on nous force à utiliser à notre insu, à l'image de Canva par exemple. Dans les systèmes qu'on utilise, ce que je pousse souvent comme message aux personnes, c'est quoi le métier que tu aimes faire ? Je pense aux développeurs par exemple, où j'ai souvent les débats sur est-ce que je développe tout seul ou est-ce que j'utilise un système d'IA pour générer du code avec moi. Et souvent je leur dis pourquoi tu fais ce métier, et si ce métier, ce que tu aimes à la base dans le métier, tu le remplaces par une automatisation et que tu te retrouves à faire autre chose, par exemple de la supervision de code d'IA et de la relecture de code, alors qu'à la base c'est pas ça que t'aimes, c'est développer ton architecture, alors peut-être qu'il faut que tu te poses la question de comment tu l'utilises ou pas. Là, le problème, c'est que c'est à l'échelle individuelle et que là, on a un problème macroéconomique qui est, si je le fais pas, d'autres vont le faire et du coup, mon patron va être moins content parce que moi, je serai moins productif, etc., etc. Et donc, il y a une sorte de course à l'échalote là-dedans. Je n'ai pas encore de réponse. On va voir comment on va pouvoir avancer sur ces sujets-là. Ensuite, il y a les sujets des systèmes d'IA qu'on nous impose, notamment dans les réseaux sociaux, les messages, les notifications, etc. Là, j'ai 2 observations. La première, et j'en discutais hier avec Yann de Montpellier Métropole, qui me disait, et je pense que c'est le bon terme, un certain écœurement. Tout comme dans tous les systèmes addictifs, que ce soit la fumée, l'alcool, etc., il y a une jauge personnelle de qu'est-ce qu'on accepte ou pas. Et certaines personnes sont plus sensibles et s'écœurent plus vite. Et je pense que c'est les personnes qui vont pouvoir s'en sortir le plus vite possible. Et d'autres qui rentrent dedans et qui deviennent addicts au point où ils parlent des heures avec qui d'un conjoint défunt ou de Marie-Antoinette ou je ne sais quoi. Donc là, ça va beaucoup dépendre aussi de nos barrières psychologiques. La bonne nouvelle, c'est que il y a compréhension, en France du moins, par les instances publiques. Alors je ne comptais pas en parler aujourd'hui, mais je vais en parler. On démarre une nouvelle étude avec l'ADEME, copilotée par les partenaires de Alt Impact, mais également, je pense, tous les organes de régulation de France que je connais et que je ne connais pas, j'ai vu des noms que je ne connaissais pas, sur quel est l'impact des systèmes de captation de notre attention dans les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les plateformes de vidéo en ligne. C'est une étude qui démarre la semaine prochaine et donc on devrait pouvoir avoir les publications septembre dans l'année prochaine sur quels sont les différents mécanismes qui sont utilisés pour capter notre attention et donc qui peuvent nous amener à cet écœurement et quels en sont les impacts environnementaux. Ça, on va le quantifier. Et peut-être on ira aussi sur les impacts sociaux, psychosociaux, etc. On travaille avec donc j'ai monté une équipe où il y a un neuropsychologue, docteur de l'INSERM, qui travaille là-dessus. Il y a un journaliste spécialiste sur les algorithmes, etc., etc. Je vous en dirai plus l'année prochaine. Moi, sur l'addiction à l'IA, je le mettrais dans un contexte d'addiction au numérique plus global, en fait. Parce que c'est juste la continuité de leur addiction au numérique. Moi, je vois en cours, quand je leur demande de ranger leur portable, j'ai l'impression que je leur demande de faire quelque chose qui est inenvisageable. Et alors, quand je les confisque, là, c'est au scandale. Voilà, ils sont incapables, et j'en vois très peu, qui sont aujourd'hui capables de se concentrer sur un cours. Alors, ils sont 1h45, nos cours, mais voilà, il y a vraiment cette addiction au numérique dans la globalité. Et pour moi, l'IA, elle est dans la continuité dans cette veine-là. Ils ont leur téléphone greffé à la main.
Et pas que les jeunes d'ailleurs, hein, ça a Oui. diffusé un peu plus largement. Il y a eu pas mal d'études qui ont montré que ça affectait aussi les générations plus âgées, qu'il y avait même des enfants qui disaient à leurs grands-parents « mais lâche ton téléphone », etc. Donc, merci à tous les trois.